Voilà, c'était notre dernier colistier. Je pense qu'on peut collectivement applaudir celles et ceux qui se sont engagés. Et je crois que le mot engagement est faible. Alors, Olivier, avant d'attaquer sur le programme, quelques mots sur ce programme précisément et sur la façon que vous avez eue de le construire. Comment avez-vous réalisé votre projet pour cette ville ? Voilà, c'est vrai qu'on y tient dans notre équipe, effectivement. Ce projet, donc, il a été construit à travers un questionnaire. C'est-à-dire qu'on a donc sollicité tous les Frontignanais, que ce soit donc sur les marchés, que ce soit en porte-à-porte, par les réseaux sociaux ou lors de réunions chez l'habitant, pour leur donc soumettre ce questionnaire qui balayait toutes les thématiques que l'on peut retrouver dans une municipalité. Voilà. Ce qui m'importe le plus, moi, sur le résultat de ce questionnaire, c'est que vous avez été plus de 1200 à répondre. Vous méritez d'être applaudis, rien que pour ça, bravo. 1200 réponses. Effectivement. Alors, nous allons pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, avec évidemment, on ne va pas détailler l'ensemble de vos propositions, on en prendra systématiquement 2 à 3 sur les sujets tels que la sécurité, la lutte contre la délinquance, l'aménagement urbain, l'état des voiries, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, le développement économique, le chômage, mais aussi la jeunesse, l'enfance, l'environnement, la protection de la nature et des animaux, la culture, le sport, les associations, la citoyenneté, bref. Et nous démarrons tout de suite par... première question, la question concernant la sécurité. C'est important aujourd'hui puisque ça apparaît dans 43,5% des questionnaires que vous avez pu relayer ici, les questions de sécurité des personnes. Les questions sécuritaires, en effet, elles ont été au cœur des préoccupations des Frontignanais. Donc, comme le dit Eric, plus de 43% des réponses étaient liées à l'insécurité. On n'a pas souhaité, on se serait passé de faire un programme sécuritaire fort si tout allait bien, mais on a senti vraiment cette nécessité d'axer la sécurité un maximum. Donc on a la chance d'avoir dans l'équipe Monsieur Gobin qui s'est présenté tout à l'heure, qui lui est un spécialiste et un expert des questions de sûreté et de sécurité publique. Donc il est évident que pour lutter contre l'insécurité, la prévention est primordiale. Mais il faut aussi engager la lutte à travers la chasse au flagrant délit. Nous devons rattraper notre retard en matière sécuritaire, notamment au niveau de la vidéoprotection, puisque la ville est quand même victime de braquages, de vols à main armée, de voitures béliers dans un bureau de tabac il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, toutes ces problématiques-là sont très graves. Il est de notoriété départementale que Frontignan n'est pas vidéosurveillé. Automatiquement, vous avez beaucoup de larcins qui sont faits non pas par des Frontignanais, mais par des gens extérieurs. Mais tout cela est dramatique pour notre population. Ça crée un gros souci et un gros sentiment négatif pour notre ville. Alors donc, un monsieur sécurité qui sera nommé, nous l'avons, il a de l'expérience, de la vidéosécurité, puis pour quelques-uns de nos amis qui sont ici et qui sont commerçants, vous proposez un dispositif d'alerte pour les commerçants. Tout à fait, voilà, un dispositif d'alerte qui permettra donc d'engager les forces de police nationale et de police municipale en cas de problème. Voilà, c'est très important. Tous ces dispositifs, c'est comme pour le centre de vidéo, on ne veut pas de dispositif passif, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir une vidéo qui tourne en ville, qui est enregistrée sur une bande, et ensuite que l'on regarde 15 jours après quand il y a eu un problème. Non, il faut un dispositif actif. Donc dans ces dispositifs actifs, il y a donc les personnes qui visionnent les vidéos en temps réel et ces dispositifs comme celui pour les commerçants qui permettra donc, en cas de problème, d'alerter directement les forces de police. Très bien. Alors, des vidéos pour un dispositif spécifique pour les commerçants, monsieur sécurité, on peut le dire, vous avez allié dans les objectifs, c'est plus de proximité, plus de présence et plus d'action. Tout à fait. Voilà, les maîtres mots sont là, sachant qu'évidemment, donc, M. Gobin va m'épauler, puisque je serai très vigilant. Et ça va être moi, futur donc, maire de Frontignan, qui sera le garant de votre sécurité. Alors, deuxième sujet maintenant, si vous le voulez bien, nous allons parler de l'aménagement urbain, de l'état des voiries. Alors, toujours dans ce questionnaire, un élément ressort, c'est l'aménagement du territoire, et où on reparle de réparer
réparer notre ville. Le mot est fort quand même, réparer sa ville. C'est une réelle nécessité pour Frontignac. Effectivement, le mot est très fort parce qu'on a des soucis donc, au niveau des voiries, au niveau de la propreté. On a besoin de réhabiliter tout le centre-ville. Il faut réaménager le système pluvial. Il va falloir aussi rénover tous les équipements urbains qui sont extrêmement vieillissants. Donc à l'intérieur, vous allez avoir les écoles, vous allez avoir évidemment nos infrastructures comme celle-ci. Il faut savoir que la salle de l'air, là, sur cette même scène en blanche, j'ai fait mon gala de première année de maternelle quand même. Hein. J'ai 41 ans. Donc le souci évidemment, c'est le coût. Donc on ne veut pas faire de démagogie. On a pris le problème à bras le corps en se disant il va falloir donc arriver à diagnostiquer, à hiérarchiser les priorités, ensuite évidemment les budgéter, puisqu'il faut falloir les étaler ensuite dans le temps, et ensuite évidemment contrôler le résultat, puisqu'il faut être aussi exigeant sur le résultat. Alors, il y a également la création d'un écoparc multigénérationnel, inclusif, composé d'espaces verts, de bancs, de jeux pour les enfants, de mobilier. Il y a des mots importants dans cette proposition: inclusif, intergénérationnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Si vous voulez, cet écoparc va être à la place d'une vieille friche frontignanaise. C'est l'ancien stade de la Pérade, qui fait quand même 1,4 hectare, qui est laissé à l'abandon depuis des années. Cet espace, il est central à la Pérade. Il est au bord du canal. Vous avez à côté la maison de retraite, vous avez des équipements sportifs, vous avez les écoles et le collège qui est à proximité, bien sûr tout autour des habitants. Et l'idée, c'est de revitaliser cet espace laissé à l'abandon. C'est vraiment créer une nouveauté, enrichir ce cadre que les habitants ont devant leurs yeux, qui est dans un état de délabrement. Ce que disait tout à l'heure Jean sur les parkings, bon, mais là c'est pareil, c'est un champ de bataille. L'ancien stade de la Pérade, on dirait Verdun. Il faut donc arriver à proposer un îlot de fraîcheur pour les périodes estivales et offrir une niche pour tout ce qui est biodiversité. Donc quand vous disiez tout à l'heure le côté inclusif et intergénérationnel, c'est quelque chose sur lequel on tient, c'est-à-dire que voilà, il faut que ce parc crée du lien social, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver à l'intérieur, il faut que les plus âgés soient avec les plus jeunes, il faut qu'il soit donc aussi ouvert à toutes les personnes à mobilité réduite et que ce soit un lieu de vie qui crée du lien social. Alors, autre sujet également. Autre sujet important, la gare. La gare, aujourd'hui, il y a un projet de dépenses pour la création d'une nouvelle gare. 35 millions d'euros, ça sera en 2026. Vous souhaitez exiger de la région la rénovation, la mise aux normes de la gare actuelle pour un budget de 5 millions. Exactement. Voilà. Cette gare fait beaucoup couler d'encre à l'heure actuelle. Elle fait beaucoup débat. Voilà, comme vous venez de le dire, le projet qui est proposé donc par les autres candidats est de créer une gare multimodale à 35 millions d'euros hors taxe, ce qui fait 40 millions d'euros TTC environ. Pour notre équipe, c'est une hérésie. On a une gare qui fonctionne très bien, qui permet, si on la réhabilite, de conserver la gare à proximité du centre-ville, qui permet de ne pas jeter l'argent public par les fenêtres, parce que certains candidats vous disent « Oui, mais c'est pas la ville qui paye ». Non, attendez, l'État, la région, c'est quand même nos impôts. Il faut être réaliste. Oui, voilà. Moi, quand j'entends « c'est pas la ville qui paye », je suis désolé. Qui paye à la fin. C'est vous qui payez, messieurs, dames. C'est une évidence. L'argent ne tombe pas du ciel. Là, c'est le problème. Le premier problème, donc, il est à mes yeux financier, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Le second problème, après, il est technique. C'est-à-dire que cette gare, elle est projetée pour la zone de mobile. Donc ça veut dire que les chantiers de dépollution sur la zone mobile, donc chantier de dépollution, déjà le terme qui est employé par les autres candidats est erroné, c'est une réhabilitation, c'est un chantier de réhabilitation, donc la zone restera polluée. Cette gare, donc, dans cette zone-là, ne verra le jour qu'uniquement à la fin du chantier de réhabilitation. Et on sait à l'heure actuelle que ce chantier ne terminera pas avant fin 2025.
voire début 2026-27, le temps que la gare soit créée. Donc ça veut dire que d'ici là, la gare actuelle ne pourra toujours pas accueillir les personnes à mobilité réduite, puisque les gens à mobilité réduite ne peuvent pas accéder, puisque aucun travaux ne sera engagé dans cette gare-là pour la mettre aux normes, compte tenu du fait qu'il y en aura une nouvelle. Donc moi je suis vraiment, avec toute notre équipe, unanime sur le fait qu'il faut défendre ce projet de gare en centre-ville. Merci beaucoup. Nous allons accueillir maintenant le troisième sujet. Nous allons parler de développement économique, de lutte contre le chômage. C'est important pour nos amis qui sont ici, car toujours selon ce fameux questionnaire, c'est 40,8%. C'est dans les préoccupations de 40,8% en priorité parmi nos concitoyens. Alors de nombreuses propositions, évidemment, nous en avons quelques-uns ici, il y en a également dans la salle. En termes économiques, nous sommes une terre de viticulture. Quelles sont vos propositions aujourd'hui sur ce point ? Déjà, avant d'attaquer sur les propositions, il faut dresser le tableau de Frontignan. Donc Frontignan, c'est une ancienne ville industrielle. C'est un ancien fleuron même de l'industrie, puisque bon, on avait, comme disait mon grand-père, la raffinerie, donc la mobile. On avait l'usine à soufre, on avait Chambourcy, nous avions Lafarge. Et toutes ces entreprises ont subi de plein fouet la crise industrielle. À l'heure actuelle, on n'a pas su prendre le virage nécessaire à Frontignan pour pouvoir régénérer une économie. À l'heure actuelle, il est nécessaire de relancer cette économie. Frontignan compte au dernier recensement 2770 chômeurs. Il faut absolument recréer de l'activité économique, soutenir les entreprises, offrir des infrastructures adaptées pour accueillir les nouveaux entrepreneurs, améliorer toutes les capacités touristiques, mettre en place une politique volontariste. On n'a à l'heure actuelle aucune politique volontariste pour implanter des entreprises au sein de notre municipalité. Alors, vous pouvez. Dans votre programme, il y a quelque chose qui est étonnant, et c'est une rencontre que vous avez faite avec quelqu'un qu'on connaît toutes et tous, évidemment. On l'a croisé et découvert à Top Chef. Il s'agit bien sûr de Thierry Marx, chef étoilé, fondateur de Cuisine Mode d'Emploi avec un S. Rappelons que Cuisine Mode d'Emploi, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien c'est un projet qui bénéficie déjà de 14 écoles et qui travaille sur l'inclusion de populations un peu en difficulté afin de leur apprendre les métiers de la cuisine. 14 écoles déjà à travers la France avec des résultats, on peut le dire, exceptionnels. Et demain, évidemment, si vous êtes élu, eh bien demain, une école ici à Frontignan. Tout à fait. Voilà, merci. J'ai eu la chance d'avoir cet accord de principe de la part de Thierry Marx pour cette implantation d'une école qui balaye donc tout le côté commis de cuisine et aussi le côté boulangerie, service en restauration. Donc c'est un engagement pour notre bassin de 300 emplois sur le mandat 2020-2026. À l'heure actuelle, la restauration est un secteur qui recrute énormément. C'est le premier recruteur au niveau national. C'est un partenaire actif dans l'aménagement du territoire. Et ce secteur connaît de grandes difficultés de recrutement. Donc il y a un appel d'air au niveau de l'emploi qui se fait sur ces métiers-là. L'implantation et le fonctionnement de cette école sera évidemment totalement financée par le partenaire privé, donc il ne coûtera rien à notre ville. Ces formations s'adresseront en priorité aux habitants du bassin de Thau et surtout à des publics éloignés de l'emploi, à des jeunes sans diplôme, aux personnes peu qualifiées. Donc c'est aussi un vecteur intéressant pour des populations qui sont vraiment éloignées de l'emploi. Juste avant de continuer, parce qu'après on va parler un petit peu de tourisme, j'aimerais parler de la viticulture. Voilà, j'aimerais parler de la viticulture. C'est très important, ça me tient à cœur. La viticulture, c'est notre fleuron à Frontignan. Nous valoriserons ce patrimoine viticole.
il faut qu'on soit beaucoup plus à l'écoute de toute la filière, que ce soit la cave coopérative de Frontignan, les caves particulières, que ce soit le syndicat du cru, ou que ce soit par exemple tout ce qui fait la beauté de notre muscat, c'est par exemple la confrérie des torsades. Voilà. Nous aiderons, merci, nous aiderons nos producteurs, nous défendrons nos coopérateurs, c'est très important pour toute notre équipe. Nous relancerons un festival du muscat digne de ce nom, qui deviendra un événement majeur dans le bassin de Thau, dans le département et voire dans toute la France. Et justement, le lien est tout fait, puisque du viticole au tourisme, il n'y a qu'un pas. C'est l'œnoculture, hein, c'est une vraie tendance aujourd'hui en France et en Europe. On a un aéroport à côté à Montpellier qui se développe de plus en plus, des étrangers qui vont venir. Et donc, on va parler tourisme. Forcément, c'est un axe essentiel du développement économique lorsque l'on est ici dans le Sud. Quelles sont vos propositions aujourd'hui? Alors, voilà, il faut évidemment, comme vous le dites Eric, être dans l'écotourisme. Voilà. C'est très important de garder et de préserver notre territoire. C'est ce qui fera la beauté et toute l'attractivité pour les touristes vers notre tènement. Je souhaite mettre en place, moi, cette stratégie d'écotourisme. Elle est primordiale. Il faut l'axer sur le no-tourisme, comme vous l'avez si justement dit, mais on peut l'axer aussi vers le sport. On peut l'axer vers la nature, vers les espaces naturels. On peut aussi se tourner très facilement vers la plage. On a 7 km de littoral. Tout ceci sont des atouts majeurs en termes de tourisme. Alors il est certain, je ne veux pas faire de Frontignan la Grande Motte ou le Cap d'Agde, que les Frontignanais se rassurent, loin de là. Mais il faut absolument aller chercher cette manne économique de manière bien évidemment intelligente et réfléchie, mais nous devons utiliser ce vecteur-là, c'est primordial. Alors, pour cela, donc, nous lancerons évidemment l'implantation de 2 hôtels sur la ville, puisqu'on n'a pas d'hôtel réellement ouvert vers le tourisme. On a des hôtels donc, qui sont ou dans les zones industrielles ou dans le cœur de ville, avec très peu de capacité d'accueil. Donc ça, c'est important évidemment d'avoir l'offre hôtelière pour pouvoir accueillir les gens. Et ensuite, il y a un mode de tourisme, moi, que j'apprécie beaucoup, c'est le camping-car. Voilà. Qui est très 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 important. Tout à fait. Donc on va essayer de développer donc, des aires d'accueil avec un partenaire privé. Donc encore une fois, ça ne coûtera rien à la commune, c'est important de le préciser. Et donc pour faire des aires de camping-car dignes de ce nom, pas une aire de camping-car en face des cuves de la mobile. Malheureusement. Alors, un sujet important, évidemment, dans une société qui est souvent un peu centrée sur elle-même. On oublie un peu nos aînés, ce n'est pas le cas ni de vous, ni de votre programme. Beaucoup de choses prévues dans votre programme, j'ai pu lire beaucoup de choses. Quelles sont, en quelque sorte, les grandes lignes de votre proposition? Mais écoutez, les aînés, évidemment, moi j'ai la chance d'avoir encore ma mamie qui a 90 ans. Nous leur devons tout à nos aînés. On doit leur garantir une qualité de vie irréprochable. Nous maintiendrons donc, et nous renforcerons même, toutes les actions qui sont tournées vers les aînés. Nous favoriserons aussi leur participation active dans la vie de la communauté. Nous devons mettre en avant toutes leurs expertises et toutes leurs compétences. C'est primordial de solliciter nos aînés et de faire ce qu'on disait tout à l'heure, de l'intergénérationnel. Voilà. Il faut aussi lutter malheureusement contre l'isolement de ces personnes en renforçant les liens avec la jeunesse. C'est aussi un sujet qui nous tient énormément à cœur. On a la chance dans la liste d'avoir donc des personnes qui ont 70 ans et des personnes qui en ont 21. Quand ces personnes sont ensemble, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Il faudra aussi, évidemment, puisque les populations sont vieillissantes, améliorer les questions d'accueil de jour. Voilà. Beaucoup de personnes, malheureusement, tombent dans la dépendance. Et il faut arriver à soutenir les aidants. Parce que moi, j'ai été confronté dans ma famille sur ces problèmes de dépendance. Et c'est extrêmement compliqué. Il faut arriver donc à pouvoir soulager ces personnes-là, tout en facilitant l'accès
du maintien à domicile et favoriser donc la colocation et la cohabitation entre seniors et juniors, on va dire, voilà, si on peut qualifier les plus jeunes de juniors. Évidemment. La cohabitation intergénérationnelle. Alors, parmi les projets que j'ai pu lire, il y en a un très intéressant, très important, où vous avancez sur plusieurs sujets en même temps, en quelque sorte. C'est en partenariat avec Renaissance 34, un bailleur social. Vous envisagez la réalisation d'un programme de logement inclusif en faveur des personnes de plus de 60 ans, autonomes, en situation de précarité. Précision, cela coûte à la collectivité zéro, puisqu'on parle de quelque chose qui est financé par un bailleur social, et puis surtout, eh bien, ça créera de l'emploi. Parlez-nous de ce projet. Tout à fait. Donc, le partenaire est un spécialiste. C'est un partenaire qui a 10 ans d'expérience dans la gestion locative sociale. Il y a 10 ans d'accompagnement social sur les personnes âgées. C'est un projet qui proposera des espaces destinés au vivre ensemble. C'est très important ce vivre ensemble. C'est quelque chose qui de nos jours, permet de ne pas tomber dans l'isolement. Il y aura aussi évidemment des espaces pour les activités physiques, les activités manuelles, culturelles. Donc ce sera aussi un projet qui proposera toutes les questions d'accompagnement, que ce soit l'accompagnement dans les soins, que ce soit l'accompagnement sur malheureusement l'orientation progressive vers un EHPAD quand la dépendance arrive, ou par exemple aussi pour prévenir la perte d'autonomie. Voilà. On tiendra absolument à ce que cette résidence accueille les plus jeunes. On revient dans cet intergénérationnel. Il faut que les maternelles puissent aller faire des goûters partagés. Il faut que des jeunes puissent venir faire comme du parrainage, par exemple les devoirs. Des activités qui seront aussi ouvertes aux seniors qui ne sont pas de la résidence mais qui sont dans la ville pour toujours lutter contre cet isolement. L'objectif principal, encore une fois, c'est créer du lien social et de l'emploi. Du lien social, des solutions pragmatiques pour le quotidien qui ne coûtent rien à la collectivité. Autre sujet, après nos aînés, vous l'avez évoqué, vous avez effectivement quelques colistiers qui ont moins de 30 ans. Eux ne vous ont pas dit « OK, boomer ». Ça, c'est un petit slogan qui est lancé régulièrement pour l'ancienne génération, on va dire. Jeunesse, éducation, vous en avez fait une priorité de ce programme. Bien sûr. La jeunesse, elle ne peut pas être ailleurs qu'au cœur du programme. C'est la ligne, le fil rouge qui va permettre de finaliser tous nos engagements. Les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, nous leur devons de pouvoir s'installer à Frontignan. Nous devons pouvoir leur garantir d'y trouver du travail, un logement, et bien sûr de pouvoir y faire leur vie. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma vie ici. Beaucoup de jeunes, sans travail, sans logement, sont obligés de partir. C'est dramatique pour notre ville, et moi, ça m'affecte énormément quand j'entends les plus jeunes me dire « Ah, tu sais, Olivier, je suis obligé de partir, j'ai pas trouvé de travail à Frontignan, ou ah, j'ai pas trouvé de logement, j'ai pas de CDI, c'est compliqué. » Voilà, les jeunes, on se doit de leur permettre d'avoir du travail, de rester auprès des leurs, puisque c'est quand même une déchirure pour certains de laisser une grand-mère, un grand-père, un père, une mère sur site et de devoir déménager. Voilà. Merci beaucoup. Et de la jeunesse, nous passons au sport, un sujet important à Montpellier. Peut-être un petit bref sur l'éducation, je pense que c'est important. Parce que là, je parlais un petit peu de jeunesse, mais je pense qu'il est important aussi que je parle un petit peu d'éducation, puisque l'éducation, c'est un très gros morceau. Sur un budget municipal, c'est à peu près 25% du budget municipal. Donc c'est un budget qu'on ne touchera pas, c'est un budget même que l'on renforcera. L'éducation... on va évidemment maintenir tous les dispositifs qui sont déjà en place, peut-être même en trouver d'autres. On en a trouvé un. On souhaite faire, en plus des budgets attribués pour la rentrée, un achat groupé à hauteur de 40 000 € qui sera partagé entre tous les élèves donc, des classes élémentaires et des élèves des classes maternelles. Voilà, 40 000 € d'achat groupé, ça sera un stylo, une gomme peut-être, un cahier. Et ça permettra aussi de donner un signal de la part de la municipalité pour ces jeunes-là,
signal fort pour leur dire, voilà, allez à l'école, apprenez, ayez soif de savoir. Et puis pour les parents, de gagner un peu de pouvoir d'achat aussi. Bien sûr, ça soulage aussi les parents, évidemment. Et après, 40 000 euros, c'est rien sur le budget de la ville. Hein. Ça fera à peu près 20-25 euros par enfant. 40 000 euros, c'est dérisoire. Il y a des choses à Frontignan qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Je ne rentrerai pas dans les détails et qui ne servent à rien. Voilà. Vaut mieux acheter des cahiers, des gommes et des stylos. On est bien d'accord. Il faut dire aussi après qu'on va aussi ouvrir des places en crèche parce qu'on parle d'éducation, on peut parler aussi dans la foulée de l'enfance. Les places en crèche, c'est très important. On a un partenaire privé à l'heure actuelle qui souhaite s'implanter à Frontignan. Donc, ces personnes-là sont des professionnels. Ce sont des gens qui travaillent dans les crèches privées et micro-crèches depuis des années. Ces micro-crèches, elles ont toute leur place dans l'environnement. Je ne dis pas d'arrêter totalement les crèches publiques, au contraire, il faudra aussi les maintenir. Mais derrière, agrémenter l'offre avec du privé, ça peut être une très bonne chose aussi. Il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés pour mettre les enfants en crèche à l'heure actuelle. C'est ressorti dans notre questionnaire, donc nous nous sommes rapprochés de pas mal de partenaires privés, dont un qui a fait ses preuves sur Ballaruc depuis des années. On fera travailler local, on souhaite que ce partenaire-là, et on souhaite implante une crèche et on souhaite l'accompagner dans cette implantation. Alors donc, le sport, maintenant, vous avez à Frontignan, entre autres, très très beau club de handball qui fait de très très belles choses. Rappelons quand même que l'obésité fait des bons en France, plus 30% chaque année, c'est un vrai sujet. Le sport, c'est aussi le sport santé, quelque chose d'important. Quels sont vos projets en la matière ? Alors déjà, pour les questions de sport, je tiens à féliciter les éducateurs sportifs de la ville. Voilà. C'est eux qui donnent à nos enfants le goût et la passion du sport. Je tiens à vraiment leur donner encore plus de moyens que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. C'est primordial pour nous. On va leur donner des moyens supplémentaires. Après, sinon, il est évident que toutes les infrastructures vieillissantes de notre ville seront intégrées au grand plan de réhabilitation urbain. On fera ça évidemment en partenariat avec cette aglopole et le département et d'autres collectivités. On va évidemment donner notre accord pour l'implantation d'un palais des sports intercommunal sur notre territoire. C'est un très beau projet qui à l'heure actuelle a eu un peu de plomb dans l'aile, mais c'est un projet qui, à mes yeux, mérite tout à fait une implantation et de surcroît à Frontignan qui est assez centrale sur toute notre belle agglo. Un projet de boulodrome couvert aussi va être mis en avant puisque beaucoup de personnes nous l'ont demandé. Donc il faudra qu'on arrive à déployer donc, un boulodrome couvert pour les clubs de pétanque. Et ensuite aussi pour les questions donc, plus générales, ça sera donc évidemment mettre en avant le sport santé, les pratiques de proximité, de sport, les jeux de plein air, tout ce qui permet de se dépenser, sans oublier aussi un accent particulier sur le sport féminin. Voilà. Et nous soutiendrons bien sûr toutes les associations sportives de la ville. Alors justement, vous me parlez d'associations, ça fait partie des forces vives d'une ville. Frontignan évidemment ne déroge pas à la règle. Quelques mots sur ces associations, comment vous allez les accompagner ? Alors déjà les associations, il faut les féliciter avant toute chose, puisque c'est quand même eux qui, par leur engagement en fait, garantissent la cohésion sociale sur notre territoire. Voilà, c'est des gens qui sont bénévoles, c'est des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie. Le gros souci qu'on a à Frontignan, c'est que malheureusement, elles sont souvent pas financées de manière équitable. Et ça, donc, ce sera un point fort. Un point fort, voilà. On tient à ce que toutes les associations soient financées de manière juste et équitable. Comme je le disais donc, lors du plan de réhabilitation, on va leur donner évidemment des structures et notamment une salle polyvalente qui puisse être à la hauteur de leurs besoins. Cette donc bonne vieille salle de l'air devra céder sa place à une salle beaucoup mieux équipée. Et ensuite, oui, c'est sûr qu'elle va avoir besoin d'un beau rafraîchissement. Ensuite, il est évident aussi qu'on mettra en place ce qu'on appelle un pacte de confiance. Voilà, ce pacte de confiance, il aura pour finalité d'établir la répartition des subventions de manière équitable et juste. Et on y tient. Voilà pour les associations.
Et puis je pense qu'on peut, et on en a quelques-uns sur cette scène, même beaucoup, je pense qu'on peut applaudir tous ces bénévoles qui s'engagent tout au long de l'année, que ce soit dans le sport, dans le soutien aux plus faibles également. Sans bénévoles en France aujourd'hui, beaucoup de choses n'existerait pas. Olivier, nouveau chapitre, et non des moindres, puisqu'il fait partie évidemment des préoccupations principales de nos concitoyens, et principalement ici à Frontignan, l'environnement, l'écologie. Alors je précise que cette partie de votre programme a été réalisée en collaboration avec les militants frontignanais de Génération Écologie. Tout à fait. Voilà, donc déjà je tiens à les remercier pour leur courage et leur libre pensée, puisqu'ils ont souhaité participer à l'élaboration de ce programme. Ils ont fait quelque chose de magnifique. L'environnement et la biodiversité seront protégés à Frontignan grâce à leur travail. Nous donnerons donc les autorisations nécessaires, bien évidemment, à nos chers coopérateurs pour cette mise en conformité pour le problème des traitements des effluents, puisque pour faire rapidement un point là-dessus, il faut savoir donc que ces effluents donc, sont des résidus de la vinification et on a de gros problèmes ensuite pour les retraiter derrière. Et la cave coopérative a été sommée d'être mise en conformité il y a plusieurs années de ça, et la municipalité a toujours fait la sourde oreille pour donner les autorisations nécessaires aux coopérateurs pour pouvoir travailler correctement. Le respect, donc, comme je le disais tout à l'heure, de la biodiversité et la protection animale, tout comme le développement durable et la transition énergétique, nécessiteront un engagement fort de toute notre équipe. Pour ma part, je serai donc le garant de la sauvegarde sur notre territoire et de toute cette biodiversité, et je serai aussi, bien évidemment, le garant de la valorisation de tous nos espaces naturels. Alors, nous parlons maintenant, si vous le voulez bien, un peu de culture, oui. vaste sujet. Aussi, quelles sont vos propositions sur ce sujet? Quelles sont vos idées que vous avez détaillées dans votre programme? Alors, la culture et la création artistique locale seront, elles aussi, mises en valeur. Notre patrimoine culturel est d'une richesse inouïe. C'est vrai qu'on a les joutes à Frontignan, on a toute la culture qui gravite autour du Muscat, on a une histoire forte autour des traditions occitanes. La culture, elle ne peut pas faire non plus à nouveau, comme je le disais, sans centre culturel digne de son nom. Donc on revient encore sur cette problématique où il faudra pour la culture mettre en avant un lieu digne de son nom, digne d'une ville de 25 000 habitants. Et nous soutiendrons, grâce à ce lieu, tous les artistes locaux et les différents acteurs culturels de la commune. Nous développerons aussi évidemment la formation aux arts et à la culture pour tous les jeunes frontignanais. Voilà. Alors, vous êtes, on l'a dit, une liste citoyenne. On l'a vu, on le sait, dans votre questionnaire. On l'a vu également tout au long de l'année avec le mouvement des Gilets jaunes qui demandaient plus de participation, plus de citoyenneté. Ça fait partie vraiment de la préoccupation, une des préoccupations principales de votre programme. Tout à fait, c'est un élément fédérateur incontournable. C'est ça qui permettra de légitimer toutes nos actions. On a la chance d'avoir dans l'équipe Philippe Donès et Martine qui sont très actifs dans les comités de quartier. On a Jean qui est au Conseil des sages. Donc nous développerons cette participation citoyenne. Et nous maintiendrons évidemment tous les conseils de quartier, conseil municipal des jeunes, conseil des sages. Voilà, nous ferons appel au vote citoyen lorsque cela sera nécessaire, notamment sur des questions et des sujets décisifs, comme par exemple l'aménagement urbain ou le quotidien des habitants. Nous mettrons en place, toujours sur la question de citoyenneté, 4 commissions extracommunales, qui seront donc présidées par des personnes non élues, c'est-à-dire des gens de la société civile. Donc ces 4 commissions seront axées autour de la sécurité, de l'environnement, de l'éducation et de l'handicap et accessibilité. Voilà. Nous allons maintenant évoquer un nouveau sujet, un sujet tout aussi important sur les questions de la solidarité, du handicap, d'accessibilité et d'une manière un peu plus générale de la santé. Qu'avez-vous
prévues pour les personnes en situation d'exclusion? C'est important aujourd'hui. Alors, assurer la solidarité dans une ville où le chômage atteint des chiffres records, voilà, c'est indiscutable. Il va falloir être défenseur des personnes en réelle difficulté, faciliter l'accès à ces citoyens à ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire que ce soit le logement, que ce soit l'alimentation, le budget, les vêtements, l'hygiène, la formation. Voilà, la liste est très longue. Évidemment, nous maintiendrons toutes les subventions et les aides matérielles qui sont allouées à ces associations sociales et solidaires dont on peut qualifier sans problème la qualité d'utilité publique. Voilà, c'est très important pour nous. Ce que je trouve après inadmissible sur ces questions-là, c'est qu'on a 15 ans de retard, puisque cette loi date de 2005. Nous avons encore beaucoup d'équipements communaux qui ne sont pas aux normes handicapées. Et ça devient inadmissible. 15 ans après que la loi soit promulguée, c'est inadmissible. Évidemment. Sur les questions de solidarité, il y a un projet qui me tient à cœur. C'est un projet qui a été initié par notre député Nicolas Desmoulins. C'est une bagagerie. Donc alors oui, j'ai vu ça dans votre programme, parce que votre programme, il est intéressant car il est innovant, et on a parlé de Thierry Marx tout à l'heure. Ouais. Et là, expliquez-moi ce qu'est ce alors, projet. Cette bagagerie, elle part d'un constat, puisque il y a eu beaucoup d'associations de sans-abri qui ont été auditionnées. Et si vous voulez, quand vous êtes en grande détresse, que vous êtes sorti complètement du système, que vous vivez avec un sac à dos dans la rue, pour, on va dire, raccrocher le pavé, il faut trouver un travail et un logement. Sauf que, comment trouver un travail quand vous arrivez voir un patron avec un sac à dos sur le dos? C'est impossible. Il y a un jugement qui est porté directement. Vous arrivez avec votre vie sur le dos et c'est pas possible. Un patron, malheureusement, qui va rencontrer une personne qui arrive dans cette situation-là, va réagir. Certains réagiront très bien, mais d'autres, malheureusement, vont réagir de manière négative. Cette bagagerie, c'est très important puisque c'est un lieu donc, où ces personnes-là pourront, entre guillemets, poser leur vie dans un lieu sécurisé, dans un lieu protégé, et derrière, pour pouvoir avoir un nouveau départ. Donc cette bagagerie, il faut savoir qu'elle est financée en totalité par des partenaires privés, c'est-à-dire que ça a été maintenant relié au niveau national, puisqu'évidemment le ministère de la Cohésion sociale s'est emparé de ce beau projet qu'a mis en place Nicolas Desmoulins. Et donc il y a une impulsion nationale qui a été donnée, et ce sont des acteurs tout simplement de l'immobilier, promoteurs, aménageurs, tout ça, qui participent activement en subventionnant la mise en place de ces bagageries, que ce soit donc dans les centres d'hébergement d'urgence ou dans les CCAS. Et ça, c'est un projet qu'on veut absolument développer à Frontignan. C'est un projet qui a été proposé à Frontignan, mais qui n'a pas été réalisé. Voilà. Bravo. Alors, on a parlé d'inclusion, on a parlé de solidarité, parlons de santé. Santé, quelles sont vos idées, quelles sont vos propositions sur les questions de santé? Alors, au niveau de la santé, nous soutiendrons toutes les associations qui sont, elles aussi, liées à la santé. C'est exactement comme les associations qui œuvrent sur le social et le solidaire. Voilà. Sur les questions de santé, la ville doit impérativement protéger ses habitants. Elle doit se préoccuper de la salubrité de l'air respiré, par exemple. Voilà. C'est pour cela qu'à Frontignan, nous allons demander une étude de dépistage de contaminants organiques qui pourraient être présents dans l'air. Ces études-là vont être diligentées par l'ARS, puisque c'est l'ARS qui a la compétence. Et par la même occasion, nous demanderons aussi à ce qu'il y ait une étude épidémiologique avec rétroactive sur 30 ans pour mieux comprendre les problématiques. Mieux comprendre les problématiques, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas jeter la pierre aux gens si on n'a pas compris les problématiques. J'ai entendu parfois des personnes dire « Ah, mais ça, c'est des entreprises, c'est des pollueurs ». Non. Moi, je donnerai les moyens aux entreprises, contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent, pour pouvoir se mettre en conformité si besoin est. Je donnerai par exemple à certaines entreprises qui sont qualifiées qui sont qualifiées de manière péjorative de pollueurs, les moyens pour justement être dans une logique de développement durable. Voilà.
C'est très important. Donc, rappelons par exemple sur la commune, on a, pour faire un exemple, Scori, qui est une entreprise du groupe Suez. Voilà, je vois qu'ils sont là. Donc, c'est une entreprise qui s'inscrit donc dans le recyclage de déchets industriels. Donc, pour moi, dans le développement durable, puisque bon, quand on recycle du déchet, on est dans le développement durable. Ils ont tellement eu de mal à obtenir un permis pour couvrir une fosse à pâteux, une aire de déchargement. C'est inadmissible. Cette entreprise compte 30 employés, plus tout ce qui est comme emploi induit autour de cette entreprise. Il faut absolument les encourager et non pas leur taper dessus. Pragmatique et volontaire. 21h, on arrive déjà au dernier sujet que nous allons évoquer, et non des moindres, une forte pression fiscale, pointée dans 36,8% des réponses apportées par les Frontignanais lapéradois, de 95 à 2009, augmentation de la taxe foncière de 102,80%. Ça parle évidemment à chacun de nous. Parlez-nous de vos propositions en matière de fiscalité. Alors, notre volonté déjà, c'est de stopper cette hausse. Stopper la hausse des taxes locales. Et pour cela, il va falloir évidemment avoir une gestion exemplaire des deniers publics, tout en restant évidemment ambitieux, inventif et surtout très exigeant sur les résultats. Une consultation sera engagée avec les citoyens de la ville et de l'agglomération pour un retour en régie intercommunale de l'eau. Il faut savoir que ce dispositif va permettre de faire des économies faramineuses à la ville, puisqu'elle est quand même un gros consommateur d'eau, et aussi d'énormes économies pour vous, les citoyens, qui en consommez aussi. Voilà, donc ça, c'est aussi une manière de faire un levier, compenser la fiscalité par, justement, puisqu'on ne pourra pas baisser les taxes, au moins les stabiliser et arriver à faire gagner du pouvoir d'achat. Ensuite, il sera impératif de faire un rééquilibrage au niveau des budgets de la ville. Il faut arrêter l'argent public jeté par les fenêtres. Voilà, vous l'avez bien compris. Dans l'état actuel des choses, il va falloir faire mieux avec moins d'argent public. Pour plus de transparence, moi, ce que je propose de faire dans mon programme, c'est de donner la présidence de la commission des finances à un élu de l'opposition. Comme ça, au moins, on sera vraiment clair vis-à-vis de tout le monde. Le mot de la fin, oui. Olivier, forcément, je vous le laisse. C'est gentil, merci Eric. Je pense que tout le monde l'a bien saisi au fil de notre campagne, au fil de toutes les réunions publiques où on est venu à votre contact. Pour toutes les personnes qui nous ont rencontrés lors du questionnaire, on a un projet sérieux. On a un projet réaliste. On a un seul objectif: relever notre ville, la réparer, la rénover, lui offrir un avenir. Notre candidature, là, tout ce que nous sommes, ne sort pas d'un caprice narcissique. Nous nous engageons totalement conscients que le moment est décisif pour l'avenir de Frontignan-la-Pérade. Nous sommes conscients de l'attente de tous les citoyens. Et cette élection est un événement décisif pour faire enfin rentrer votre ville dans le XXIe siècle. Nous ne sommes pas les marionnettes d'un parti politique ou encore moins les porte-paroles technocrates parisiens éloignés de certaines réalités des terrains, ni les purs produits préfabriqués issus de systèmes apparatchiks tels que sont au pouvoir depuis des dizaines d'années au niveau de la ville. Nous sommes une liste citoyenne totalement indépendante, autonome et largement composée de personnes non encartées et non partisanes. Nous sommes des femmes et des hommes aux valeurs et à l'éthique irréprochables. Nous sommes des femmes et des hommes libres. Notre seul parti, je le disais au début de mon propos, c'est Frontignan-la-Pérade. Si vous, messieurs, dames, vous nous faites confiance, je serai le maire de tous les Frontignanais et de tous les Lapéradois. Je garantis la fin de tout système clientéliste et tout système électoraliste. Je vous garantis que je serai un maire juste, honnête et accessible. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai pris l'engagement de faire
une permanence par semaine au sein de la mairie sans rendez-vous. Après 25 ans d'immobilisme et de décroissance économique, apportons ensemble un nouveau souffle pour Frontignan-la-Pérade. Replaçons Frontignan-la-Pérade au cœur de l'exécutif de l'agglomération. Il sera primordial de défendre les intérêts de notre ville. J'ai de très bonnes relations avec tous les autres maires de la circonscription, de la 8e circonscription de l'Hérault, et donc automatiquement les maires de cette agglopole, avec qui je travaillerai en totale synergie, tout comme avec les autres collectivités territoriales et l'État. Pour ceux qui me connaissent, ils vous le diront, je ne suis pas du tout un partisan de la guerre d'ego. Nous miserons sur l'intelligence du travail collectif au service de l'intérêt général, tout simplement. Maintenant, je vais devoir vous quitter, mais je ne peux pas vous quitter sans vous remercier du fond du cœur d'être venus si nombreux ce soir. C'est quelque chose qui me touche énormément. Maintenant, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour que vous puissiez parler autour de vous, parler à vos amis, à vos proches, à vos connaissances, et faire connaître notre engagement. Encourager notre candidature. Ensemble, nous créerons le changement que les habitants attendent depuis si longtemps. Je vous propose une chose. Offrir un avenir heureux dans notre douce et belle ville de Frontignan-la-Pérade. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à aller sur la partie arrière où un buffet de spécialités locales vous attend. Donc vous allez pouvoir manger la charcuterie des Halles, les tiels de Patrice et d'Annie Verducy. Vous allez pouvoir boire du muscat de la cave coopérative, des caves particulières. Donc je parle donc à l'Emperronet, le domaine de la Plaine, donc c'est les caves Favier Belle. Il y a aussi les pizzas et les quiches de nos artisans locaux, donc Coco Pizza, Joe Pizza. Voilà, je vous invite à rejoindre le buffet sur la partie arrière et à échanger avec nous. Nous sommes à votre disposition. Olivier, je crois que vous avez... On parlait de fan club tout à l'heure. Elle en fait Merci partie. à tous. Merci à toutes, merci à tous de votre attention durant cette soirée.